Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans l'actualité de ce 5 février. Célébration du 11 décembre 2021, la région du Plateau central fera son expérience. Le ministre Clément Savadougou y était ce jour pour un échange avec les forces vives de la région en vue des préparatifs. Journalistes et forces de défense et de sécurité du Burkina veulent avancer en rang serré face à l'insécurité. Ce matin, ils ont réfléchi sur le problème et ont tenté de trouver des stratégies pour une bonne collaboration. Et enfin, aux États-Unis, Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère. Il y ressort une stratégie diplomatique bien différente de celle de l'ancien président Donald Trump. Nous commençons ce 20h avec la sortie du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans la région du Plateau central, accompagné d'une délégation. Clément Savadougou s'est entretenu ce 5 février avec les forces vives de la région. Les réalisations prévues dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance ont alimenté les échanges. Fatimata Nikiema a fait le déplacement pour vous. Les populations de la région du Plateau central sont désormais fixées sur la nature des infrastructures qui seront réalisées dans leur région dans le cadre de la célébration de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Et c'est Zignaré dans le Plateau central qui va abriter les festivités du 11 décembre 2021. Ce 5 février, le ministère en charge de l'organisation de cette commémoration a tenu une rencontre avec les forces vives de cette région, dans l'optique d'échanger sur les réalisations prévues au profit de la région. En ce qui concerne les infrastructures qui seront réalisées, il faut dire qu'il y a un format du 11 décembre qui est valable pour toutes les régions depuis quelques années, de sorte que ce que vous avez trouvé à Manga, à Tinkodogo, à Banfora, on va également retrouver cela ici à Zignaré. Il s'agit essentiellement des infrastructures qui seront réalisées, d'infrastructures routières notamment, de routes bitumées. C'est une rencontre avec les forces vives qui a permis au ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation de recueillir les préoccupations des populations en ce qui concerne la quantité et la qualité d'infrastructures à réaliser. Et sur ce point, le ministre d'État s'est voulu clair. Les réalisations qui sont faites dans le cadre du 11 décembre sont des réalisations aux normes. Il peut arriver qu'il y ait une petite insuffisance et souvent, c'est ça que les réseaux sociaux embarquent et font croire que c'est des mauvaises infrastructures. Mais pour ce qui concerne cette édition, si nous sommes venus déjà en début février ici pour faire le point des infrastructures, c'est pour permettre aux travaux d'être lancés à bonne date. Et donc, suite à cette réunion, tous les services concernés par ces activités-là vont lancer les appels d'offres, de sorte qu'à partir du mois de mars déjà vers fin mars, certains travaux puissent démarrer. Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, un budget est aussi voté pour sensibiliser les populations sur le VIH-Sida et les grossesses non désirées. Et des associations de la localité seront sélectionnées pour veiller à cela. J'instruis donc la GETIP de veiller à ce que nous évitions ce que nous avons connu à Banfora. Non pas que les préservatifs manquaient, parce que ce n'était pas du tout vrai, il y avait les préservatifs, mais c'est parce que on n'avait pas suffisamment associé les associations qui existent dans la région, en tout cas les associations qui pensent être les plus représentatives. La célébration tournante de la fête nationale du 11 décembre est une occasion toute trouvée par l'État de réaliser des infrastructures socio-économiques et sportives au profit de la région haute.
L'objectif recherché est d'impulser le développement de toutes les régions du Burkina Faso. Notons que l'étape de Ziaré marque la fin de cette célébration tournante du 11 décembre. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs du Burkina Faso. La maison de l'entreprise a manifesté son désir de les accompagner dans leurs projets en mettant à leur disposition des fonds. Le projet de financement a été présenté hier aux partenaires institutionnels et techniques de la structure. Cependant, il ne concernera que les petites et moyennes entreprises des régions des Cascades, du centre-est, des Hauts-Bassins et du sud-ouest. Détail avec Mamidriana Kamabou. L'objectif de cet atelier est de présenter le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises PME aux partenaires institutionnels et techniques. Près de 744 millions de francs CFA vont être mobilisés au profit du secteur privé burkinabé dans le cadre du dit projet. Ces appuis vont être également complétés par un apport en savoir-faire et en assistance technique qui vont permettre à terme d'améliorer les capacités de la maison de l'entreprise en matière d'accompagnement des PME en milieu rural par la méthode de Business Training and Coaching. Il s'agit d'une méthodologie qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Il y a déjà sous l'initiative de la GIZ eu un projet pilote donc au niveau du Burkina Faso qui a fait ses preuves. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme il s'agit de pérenniser ce dispositif, cette méthodologie, donc la maison d'entreprise a été approchée de sorte à ce que nous puissions déployer cela dans nos outils, donc à l'endroit déjà de ces cibles-là, dans un premier temps, et que plus tard, nous puissions poursuivre justement la mise en œuvre de cette méthodologie à l'endroit des petites et moyennes entreprises qui sont essentiellement en milieu rural. Ce projet bénéficie du soutien de l'Agence de coopération internationale allemande qui vise à accompagner 200 PME de la région du Sud-Ouest. La GIZ met plus que 400 millions CFA pendant 2 ans pour former 200 petits entrepreneurs, surtout dans la chaîne de valeur agroalimentaire et dans l'énergie renouvelable à Sud-Ouest. Une convention d'1 million d'euros a été signée entre la maison de l'entreprise du Burkina Faso et l'agence belge de développement pour une durée de 2 ans. Une somme de 320 millions de francs CFA a été allouée à ce projet de renforcement des compétences entrepreneuriales de petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Au bout des 2 ans de mise en œuvre de ce projet, les petites et moyennes entreprises que ce projet va accompagner puissent vraiment être capables de créer des emplois décents et pouvoir aussi vraiment être dans la durée de leurs actions. Il faut dire aussi que le lien est fait avec d'autres volets, comme je le disais tantôt, notamment la chaîne de valeur qui appuie un certain nombre de producteurs dans la région sur un certain nombre de spéculations telles que le manioc, le sésame et également l'arachide. Le présent projet qui s'exécutera sur 2 années, à savoir du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, devrait permettre à terme d'accompagner 400 petites et moyennes entreprises des régions des Cascades, du centre-est, des Hauts-Bassins et du sud-ouest. Le Centre national de presse Norbert Zongo a tenu ce matin le 4e numéro du Club de la presse. Journalistes et forces de défense et de sécurité se sont rencontrés pour réfléchir sur la sécurité des hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions et bâtir des socles solides de collaboration. Abdoulrahim Magnani. À travers cette rencontre d'échange, journalistes et forces de défense et de sécurité entendent trouver un cadre de collaboration pour mieux assurer leurs missions respectives. Des échanges à bâtons rompus dont l'objectif est de mieux se connaître. Les hommes de médias n'ont pas manqué de dénoncer les attitudes et comportements des FDS qui, selon eux, entravent l'exercice de leurs fonctions sur le terrain. Et au lieutenant-colonel Ivrad Somda de donner des explications. Quand il s'agit de faire une interview et que 40 personnes en même temps foncent sur un individu dans le but de tendre un micro, s'il n'y a pas un service chargé de mettre un peu d'ordre dans ça, ça peut se terminer dans la pagaille. Donc c'est en tentant de mettre cet ordre-là que souvent, effectivement, il y a des brutalités,
souvent le mot qu'on lâche, il peut toucher la sensibilité de X ou Y. Mais à mon sens, ça ne fait pas de vous un ennemi ou une menace particulière, non. Et je reconnais qu'on a besoin de sensibilisation de nos hommes et je crois que c'est en cours. Parce que moi-même dans un passé peu récent, j'étais à la sécurité d'une personnalité. Quand je m'en sors aujourd'hui avec du recul, je reconnais que j'ai fait un peu trop. Les journalistes participants ont apprécié cette initiative qui n'est pas une première. Pour eux, des avancées notables en matière de collaboration entre journalistes et FDS ont été enregistrées ces dernières années. Ils souhaitent qu'au-delà des discours, la collaboration puisse se sentir davantage sur le terrain. La presse et les FDS, ça n'a pas toujours été le parfait amour. Et parfois on se regarde comme si on n'était pas des entités qui travaillent pour les intérêts des mêmes populations. Et les FDS pensent que nous travaillons à saper les efforts parce que nous on parle trop, on veut tout montrer, on veut tout dire. Dans ces jeux d'intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Jouant des rôles différents, il faut qu'à un moment donné qu'on s'écoute pour que chacun puisse respecter l'autre entité dans sa spécificité. Et on souhaite que véritablement au-delà des questions de principes et des civilités qu'on a échangées, que sur le terrain, ça puisse impacter leurs collaborateurs, ceux qui sont dans l'exécution. Il ne faudrait plus qu'on voit le journaliste comme celui qui est une menace, quelqu'un qui vient pour empêcher l'exécution d'une mission. Que le journaliste ne pense pas que le FDS qui est là c'est pour lui faire du mal, c'est pour l'empêcher de faire son travail. Si ce travail est de sensibilisation à faire, je pense que c'est la République qui gagne. Cette rencontre, faut-il le rappeler, entre dans le cadre des activités du club de presse initié par le Centre national de presse Norbert Zongo en septembre 2020. L'objectif est de créer un cadre de rencontre et d'échange entre les hommes de médias autour des problématiques de leur métier. Le conseil régional du centre tend la main aux déplacés internes. Ce matin, Éric Thiemtouré et sa délégation ont été sensibles à la souffrance de leurs semblables et leur ont offert des produits de première nécessité, un geste dont la valeur financière est estimée à 25 millions de francs CFA et qui viendra certainement soulager, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ces personnes vulnérables de l'arrondissement 8 et 9 de la ville de Ouagadougou. Retour sur ces moments de fraternité, de partage et d'émotion avec Michael Tougri. Composé de 16 tonnes de céréales, 350 bidons de 5 litres d'huile, de nattes et bien d'autres lots de matériel de secours, le conseil régional du centre vient ainsi en aide aux personnes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Au nombre de plus de 700, ces personnes déplacées ont traduit leur reconnaissance au président du conseil régional du centre, Éric Thiemtouré. Que Dieu les rende au centuple de ses bienfaits pour qu'ils puissent nous aider la prochaine fois. Vraiment, les mots nous manquent pour traduire notre reconnaissance. Par la même occasion, nous leur demandons de ne pas nous oublier en ce qui concerne notre santé et les études de nos enfants. Aidez-nous. Même élan de solidarité du conseil régional du centre aux personnes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Dans cet arrondissement, les personnes déplacées internes sont estimées à un peu plus de 2000. Et ce geste du conseil régional du centre pour le maire Albert Bamogo permettra de soulager la peine des personnes déplacées internes. C'est pas facile. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris de constater que le conseil régional a bien voulu faire parler son cœur. Donc ils ont envoyé des vivres et nous tenons à les remercier au nom du conseil des populations de l'arrondissement. Vraiment c'est une grande joie. Ça va soulager ces déplacés parce que présentement c'est une période de soudure pour eux. Voilà. Pour le président du conseil régional du centre, en plus des efforts du gouvernement, son institution s'y fixe aussi pour objectif de venir en aide aux personnes vulnérables. Au total, ce sont plus de 30 tonnes de vivres pour les deux arrondissements, 700 bidons d'huile de 5 litres et plus d'une centaine de bassins remis aux personnes déplacées internes des deux arrondissements. Du conseil régional du centre, il est bien inscrit au titre de notre plan régional de développement, l'accompagnement des cas sociaux. Ensuite, il vous souviendra que dans le mois de septembre, si je ne me trompe, nous sommes sortis avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour rendre visite aux sinistrés des arrondissements 8, 9 et 4.
Comme vous le savez, le gouvernement fait des efforts, mais acceptez quelquefois que le gouvernement a ses limites et les collectivités se doivent d'accompagner le gouvernement. Ce don du Conseil régional du centre aux personnes déplacées internes des arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. Si l'on vous posait la question banale à savoir que fait un architecte, sans nul doute répondriez-vous bâtir des maisons et vous n'aurez pas tort. Cependant, sa mission va bien au-delà de dessiner des plans et monter des édifices. Il a le devoir de prendre en compte certains points indispensables pour notre sécurité et notre bien-être. Sanata Séré a rencontré le président de l'Ordre des architectes du Burkina qui a bien voulu s'étaler sur son métier. Suivez. Au Burkina Faso, rares sont les habitations qui possèdent une issue de secours. Les plans de construction sont conçus sans la prise en compte de cet aspect, combien important. Et en cas d'incendie ou autre incident malheureux, les dégâts deviennent déplorables. En plus de la non prise en compte de cet aspect, l'on constate également la protection des seules issues de secours, notamment les portes et les fenêtres, par des grilles. Des grilles qui ne sont pas d'ailleurs réglementaires, selon le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Ces grilles, normalement, ne sont pas réglementaires parce que elles empêchent également à ceux qui sont dans la maison de pouvoir sortir au cas où il y a un cas de sinistre. S'il y a par exemple un incendie dans une concession, il n'est pas évident du tout que vous puissiez évacuer facilement si vous avez des grilles de protection au niveau des fenêtres et tout ça. Et dans la panique également, ce n'est pas évident que vous puissiez même avoir le réflexe de manipuler tel ou tel élément pour pouvoir évacuer. Je pense que c'est une problématique qui est là, et qui est posée. Et il faut mener une réflexion par rapport à ça. Des réflexions, c'est ce qui doivent être menées pour adapter les habitations à ces différentes réalités. Le président de l'Ordre des architectes propose à cet effet l'installation de dispositifs d'alarme et de caméras de surveillance et la prévoyance des axes de sécurité dans les plans de construction. Tout ceci relève du ressort de l'architecte. Il faut mettre un dispositif d'alarme qui permet donc d'avertir soit un centre de sécurité qui est proche, soit même l'utilisateur ou le propriétaire du bâtiment par un SMS ou quelque chose comme ça, qui a une intrusion par exemple dans votre maison. En ce moment, ça peut permettre aux propriétaires d'intervenir ou aux services de sécurité d'intervenir. On le voit dans des grands centres urbains où la plupart, certaines concessions dans des milieux résidentiels assez cossus, n'ont pas de grille de protection. C'est le rôle de l'architecte de proposer des solutions, des types de grilles qui sont à la fois sécuritaires, qui évitent un franchissement d'une concession et qui sont à la fois aussi agréables et belles à regarder. Il faut prévoir des dispositions complémentaires comme des caméras, des scanners de métaux. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte maintenant dans un projet de construction. Et il appartient à l'architecte dans son rôle de concepteur et de conseil de proposer donc ces nouvelles solutions-là dans tout projet de construction. En plus de cela, plusieurs normes de construction sont négligées selon Fabien Ouedraogo. Beaucoup construisent sur les murs mitoyens et il est impossible d'intervenir en cas de problème. Le mitoyen, c'est le mur que vous partagez avec vos voisins. Il est demandé de laisser toujours une circulation d'à peu près 80 cm tout autour de votre maison. Voilà, cette circulation, à la fois, c'est vrai qu'elle permet de protéger, si on veut dire, vos murs, parce que quand il pleut, il faut que le mur aussi puisse sécher quand il y a du soleil, il ne faut pas être trop collé. Ça évite aussi les zones de moisissure et de saleté et tout ça. Et on sait que 80 cm, c'est un espace qui permet à un homme de passer. Ensuite, cet espace-là permet toujours d'intervenir dans une concession en cas de problème. S'il y a un sinistre quelconque, vous avez au moins 2 ou 3 côtés par lesquels on peut toujours accéder à la concession pour intervenir. C'est une disposition sécuritaire même obligatoire et demandée par les sapeurs-pompiers. Architecture et sécurité urbaine, mieux vous construire pour des villes sûres. C'est d'ailleurs autour de ce thème que les architectes du Burkina seront réunis du 3 au 7 février 2021 à Ouagadougou.
Le Burkina Faso sur la deuxième marche du podium du concours international de technologie Anti-Space DNA System pendant une trentaine de minutes par visioconférence a présenté son projet qui n'a pas manqué de séduire. La jeune équipe burkinabé a conçu une application avec des drones capables d'effectuer des constats d'accidents de la circulation routière. Mamidriana Kamabou pour les détails. Une application qui consiste à réduire le temps d'attente pour le constat en cas d'accident par l'utilisation des drones. C'est le projet soumis par la team DNA System du Burkina à ce concours de création d'applications utilisant des technologies data satellitaires. Âgés de 22 à 25 ans, ces jeunes de l'Institut supérieur du génie électrique ont affronté l'Allemagne, la France, l'Estonie, l'Australie et l'Argentine pour cette finale. La team DNA System occupe la deuxième place sur le plan international après la France. Pas déçu parce que d'abord nous avons fait un grand pas. C'est la première édition du Burkina Faso et nous avons peaufiné le projet pour pouvoir mériter cette place-là dans les 6 premiers du monde, sur toute la planète. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Nous allons continuer à travailler sur notre projet pour pouvoir le finaliser. Fluidifier la circulation et permettre à la police de gagner en temps pour le constat en cas d'accident. Voilà entre autres les avantages de ce projet. Au niveau de la police, bien sûr, la police va plus mettre les efforts qu'ils mettaient pour pouvoir faire le constat. Donc ils auront bien sûr plus de temps à consacrer à d'autres problématiques qui sont par exemple la recherche des brigands et autres choses. Voilà. Donc à ce niveau, ils vont pouvoir économiser sur leur carburant et économiser encore en temps. Et le temps qu'ils prennent pour traiter, ils ont 3 mois par exemple pour traiter un dossier d'accident. Avec notre système, en moins de 2 jours, ils pourront finaliser les informations et envoyer ça aux assurances qui vont maintenant finaliser et faire le traitement. Et sur le 37 nations, la team DNL System du Burkina Faso a atteint non seulement la phase finale de la compétition, mais a été aussi premier de son groupe. Bien que la team n'ait pas remporté la première place, ce projet bénéficiera néanmoins de l'appui de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons des atouts en ces personnes-là, en ces jeunes, c'est des atouts stratégiques parce que c'est des atouts économiques qui ont des retours probables et même, j'allais dire même certains pour l'économie burkinabé et également pour ces jeunes. Donc nous, agence de financement de promotion des petites et moyennes entreprises, c'est déjà de pouvoir les assurer qu'ils peuvent compter sur la protection de leurs idées. Donc c'est de voir avec les autres départements qu'est-ce qui peut être apporté en termes d'appui, mais déjà c'est sécuriser les idées, si ça peut être breveté tant mieux, et également trouver les premières ressources pour amorcer donc la mise sur le marché donc, de cette innovation. Cette application sera soumise aux autorités à en croire la team. L'équipe du Burkina Faso ne compte pas s'arrêter là. Selon elle, d'autres projets dans le domaine de la technologie seront mis en œuvre. Le mouvement panafricain 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita a organisé une conférence publique ce jeudi 4 février à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Un échange ouvert qui a porté sur le pillage des trésors d'Afrique et dont le conférencier était l'enseignant-chercheur congolais Lasconi. Les bénéfices de cette rencontre est de permettre aux étudiants de s'approprier l'histoire vraie de l'Afrique et de prendre conscience de ce que le peuple noir a dû subir à l'époque coloniale à Sanata Siri. Des milliers d'objets culturels ont été pillés par les colons en Afrique pendant la domination coloniale. Ce sont entre autres des sculptures en bois, en pierre et en bronze, les statuettes en or ainsi que des monuments de grande valeur. Le pillage des trésors d'Afrique, c'est le sujet qui a fait l'objet de cette conférence ce jeudi à l'université Joseph Kizerbo. Pillage organisé puisque l'Afrique a été décrite comme un continent de sauvages et ça ne s'arrête pas. Vous avez un dessin animé très populaire que d'ailleurs les enfants africains affectionnent, Kirikou, avec Karaba la sorcière, un petit enfant nègre, intelligent mais nu quand même, donc pour montrer le côté primitif de l'Afrique. Et à travers mon exposé, j'ai montré comment les Anglais ont volé le Golden Stool pendant la guerre de Djizou, la bataille de Djizou, en 1900 qui a opposé Nana Yaya Santera de First contre l'armée britannique.
Et j'ai montré l'obélisque d'Aksum, qui est le plus grand monument volé en Éthiopie et qui a été restitué en 2005 avec le concours de la Russie et de l'UNESCO. Ces patrimoines africains vandalisés sont donc exposés dans les musées occidentaux qui en profitent depuis des siècles, selon le conférencier du jour. Certains pays ont engagé des démarches pour récupérer leur patrimoine, mais ce processus n'est pas un long fleuve tranquille. À la question de savoir si l'Afrique peut espérer un jour une restitution de ses biens, voici la réponse de notre historiographe. Aussi longtemps que l'Afrique sera faible, il faudra faire un trait sur ses trésors. Parce que ces trésors sont un enjeu culturel colossal. Il y a beaucoup d'argent. Les grands musées comme le Louvre, le Quai Branly font leur beurre avec nos objets, le British Museum, l'Africa Museum, le Victoria and Albert Royal Museum de Londres, etc. Moi, j'en ai fait 246. Et j'ai essayé de répertorier tout ce qui a été volé sur le continent. Mais croyez-moi que tant que l'Afrique sera faible, sa voix sera inaudible et on va nous restituer quelques objets fantaisistes. Mais sachez que l'essentiel des trésors se trouve dans les collections privées. Et si les États même s'engagent à restituer, les privés ne vont pas restituer. Cette conférence publique sur le pillage des trésors d'Afrique est à mettre à l'actif du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, qui se réjouit de la qualité de cet exposé sur l'histoire du continent africain. Alors cette conférence, nous l'avons réfléchie, nous l'avons pensée et nous l'avons rendue possible par l'opportunité extraordinaire que représentait la présence de notre hôte du jour dans notre pays et qui ne vient dans ce pays-là que très rarement. Parce que aussi aujourd'hui, c'est vrai que ça ne fait plus trop la chaude actualité actuellement, mais cette question, depuis 2 ans maintenant, revient de façon très récurrente dans l'actualité, de sorte qu'il fallait que l'on fixe dans l'idée, dans les esprits, l'idée que ce qui appartient à l'Afrique ne peut pas être négocié avec des idées farfelues comme celles qui nous sont servies selon c'est-à-dire la couverture choisie qui est que c'est parce qu'on n'a pas de quoi les garder ou qu'on risque encore de les piller. Ils étaient plus de 1000 étudiants à prendre d'assaut l'amphi C300 de l'université Joseph Kizerbo pour prendre part à cette conférence publique sur le pillage des trésors d'Afrique. Un exposé qui leur a permis de s'approprier l'histoire du peuple africain et de connaître les enjeux du pillage de ses biens. L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden dans son premier discours de politique étrangère à prononcer depuis le département d'État. Le président américain a dévoilé ce jeudi sa stratégie diplomatique totalement en rupture avec la diplomatie de Donald Trump. Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère, un discours qui marque un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Joe Biden veut renouer avec une diplomatie basée sur les alliances et les valeurs pour, je cite, répondre aux ambitions croissantes de la Chine, à la détermination de la Russie et aux défis mondiaux du climat et de la pandémie de Covid-19. L'Amérique est de retour. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au cœur de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, nous allons rebâtir nos alliances et nous engager de nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations dans la guerre au Yémen. C'est un tournant stratégique par rapport à l'ère Trump. Washington continuera en revanche ses opérations ciblées contre les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette guerre doit se terminer et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives de la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. Autre volet de son discours, la fin du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne. Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer les forces américaines sur ce territoire. La décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu'en Europe. Et comme tous les vendredis, avant de nous quitter, nous plantons le décor de Sport 3 avec Assami Thiamtouri. Bonsoir Assami. Bonsoir Cynthia. Alors l'actualité sportive ce soir n'aura certainement aucun secret pour nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Bien sûr Cynthia, et c'est avec toujours les décodeurs sur ce plateau. Ils sont déjà installés. À ma gauche, il y a Isaka Ilboudo. Bonsoir Isaka. Bonsoir Samy et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et en face de vous, on retrouve Adama Salambere et Ibe Cabré. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir
à tous. Bonsoir à tous. Voilà Cynthia, les décodeurs sont sur place et on attend encore Dianda qui va s'installer. D'accord, bonsoir à vous chers décodeurs. Alors Assami, je reste convaincu que ce soir vous allez parler de la défaite des étalons juniors face au Cameroun. Évidemment, Cynthia, les étalons juniors en préparation pour la CAN des moins de 20 ans ont joué un match amical face au Cameroun U20. Malheureusement, les poulains de Oscar Barreau ont perdu ce match 1-0. Donc c'est un match préparatif. On attend le deuxième match qui sera joué contre la Gambie et certainement ce dimanche pour en tout cas parfaire ce stage avant d'aller à Mauritanie. Mais on parlera également, Cynthia, de la victoire de Salitas face à Royal FC. Salitas en déplacement Bobo Dioulasso et qui est allé battre cette équipe 2-0. C'est un match en retard de la 13e journée avant le début de la deuxième partie du championnat national. On n'oubliera pas de parler de Soumaïla Ouattara, cette pépite de Raimo qui vient de signer au Raja de Casablanca et vient d'apprendre une nouvelle également que les responsables matériels de la Fédération burkinabé de football ont été limogés. Donc on en parlera ce soir dans cette émission, Cynthia. D'accord. Ben voilà qui promet. C'est en tout cas un programme assez fourni. Ouais. Alors, je vous souhaite une très belle émission à vous, Assami, et à vos décodeurs. Merci bien. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour votre session d'information d'aujourd'hui de 20h. Je vous souhaite une agréable suite sur nos antennes et je vous donne volontiers rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.